Ma demi-sœur pensait vraiment avoir décroché le gros lot, mais il a suffi de 3 heures et d'une masse pour que tout s'écroule. « Je veux cette chambre. Pourquoi je ne peux pas l'avoir ?» a lancé Michaela, fraîchement arrivée dans la famille, en désignant ma chambre du doigt. J'ai éclaté de rire, sûre qu'elle plaisantait. Après tout, c'était la mienne depuis l'enfance. Maman et moi avions collé ensemble les papillons sur les murs juste avant son départ. « La chambre d'amis est juste à côté », ai-je répliqué. Mais Michaela s'est tournée vers papa. Le rose, c'est ma couleur préférée, et les papillons aussi. Sans attendre de réponse, elle est allée s'installer sur la coiffeuse de maman. « Ce serait parfait pour mon maquillage, tu ne trouves pas ? S'il te plaît ? Et la chambre d'amis, il n'y a même pas de placard. » Puis elle s'est tournée vers moi avec ce sourire forcé qui lui va si bien et a ajouté « Considère ça comme un cadeau, pour ma nouvelle vie parmi vous. » J'ai guetté la réaction de papa, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Il m'a alors prise à part. « Ça t'embêterait vraiment de laisser ta chambre à Michaela ? Elle y tient beaucoup. Si tu acceptes, je te donne tout le garage, tu fais ce que tu veux, tu pourras même y installer les affaires de ta mère. » Le garage faisait presque 3 fois la taille de ma chambre, tout un étage rien qu'à moi. J'ai affiché mon plus grand sourire en acceptant, je l'ai serré très fort. Marché conclu. Michaela s'est empressée de rire en apprenant que j'étais reléguée au garage. Fais tes adieux à ta jolie chambre rose. J'ai passé 3 mois à transformer ce vieux garage poussiéreux en un petit paradis rien qu'à moi. Étagère faite main, coin lecture plein de coussins, guirlandes lumineuses sur les poutres, bureau avec vue sur le jardin grâce à la grande fenêtre neuve, petit vidéoprojecteur pour les soirées films et espace souvenir avec des photos de maman et moi. Très vite, tous mes amis ont voulu traîner chez moi et le lycée ne parlait plus que de « mon studio ». Mais quand Michaela est descendue voir le résultat, tout son visage s'est fermé. Elle a filé en haut, furieuse. Elle a carrément un studio alors que je suis coincée dans une chambre banale. Elle s'est plainte auprès de sa mère. « C'est injuste. C'est à moi d'avoir les trucs stylés, non ?» Ma belle-mère, excédée, a lancé à papa. « On ne pourrait pas rechanger encore une fois ? Pour régler ça, une bonne fois pour toutes. » Mais cette fois, papa n'a pas bougé. Elle a tout fait elle-même, avec son argent. Le garage est à elle. Et toi ? Tu as eu ta fameuse chambre rose. Fin de l'histoire. Michaela a visiblement compris qu'elle avait perdu la partie. Après un silence rageur, elle a lâché. « Très bien. Garde ton garage minable. J'en ai rien à faire. » On aurait pu croire que ça s'arrêterait là. Mais non. Pendant des semaines, Michaela s'est acharnée à transformer la chambre rose, prête à tout pour surpasser mon espace. Elle y a installé des bandes LED dernier cri, une coiffeuse digne d'une blogueuse, un mini-bar devant la porte, et papa a dû raquer pour que la paix tienne. Mais elle restait insatisfaite, traînant tout le monde pour exhiber ses installations, puis piquant une crise dès qu'on mentionnait le garage. Jusqu'au jour où elle a décidé qu'il lui fallait encore plus de place pour concrétiser sa vision créative. Profitant de notre absence à une remise de diplôme, Michaela a fait semblant d'être malade pour rester à la maison. À peine nous étions partis qu'elle a grimpé à l'étage, pris une masse et attaqué le mur entre la chambre rose et celle d'amis, histoire de fusionner les deux et se faire un appart XXL. Le mur s'est écroulé comme prévu, pendant 3 secondes. La poutre centrale, sans support, a commencé à flancher. Les voisins ont entendu le craquement, puis tout s'est effondré d'un coup. Plaque de plâtre, isolant, énorme poutre du plafond. Elle a à peine eu le temps de lever la tête avant de se prendre la poutre en pleine nuque. Clouée au sol, elle n'a pas perdu connaissance et a essayé de crier à l'aide. Mais à cette heure-là, nous étions loin. Il lui a fallu attendre 3 heures avant que les secours, prévenus par les voisins, n'arrivent. Le SAMU nous a raconté qu'elle répétait en boucle « Je ne sens plus rien, je ne sens plus rien ». On est finalement arrivé à l'hôpital après 6 heures de route pour attendre l'issue de l'opération dans une salle glaciale. Au bout d'1 heure, le chirurgien est venu annoncer la nouvelle. Michaela ne pourrait plus remuer un doigt en dessous du cou. Elle vivrait désormais branchée à un respirateur et dépendante de soins constants. 17 ans à peine, coincée à vie. Quand elle a pu parler malgré son appareil, elle a demandé à me voir. Je croyais qu'elle cherchait du réconfort. Mais non, tout ça, c'est ta faute. Tu m'as donné l'impression que je devais me battre pour trouver ma place. Maintenant, je ne pourrai plus jamais me vernir les ongles ou enfiler une robe, même tenir mon téléphone. Je voulais juste qu'on m'accepte ici. Ma belle-mère, furieuse, nous a accusés, mon père et moi. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé partager la chambre ? Pourquoi tu ne l'as pas aidé à décorer la sienne ? Tu voyais bien qu'elle voulait aussi quelque chose de joli. Tout l'étage a été interdit d'accès. Michaela a fini par s'installer dans le garage, le seul espace suffisamment grand pour ses soins médicaux. Je croyais que c'était enfin terminé, jusqu'à hier, quand un enquêteur d'assurance a appelé. Ils avaient découvert quelque chose de louche dans ses recherches internet la semaine avant l'accident. Ils décident de rouvrir l'enquête. Il va falloir que j'aille expliquer au commissariat. Mon téléphone a sonné pendant que je veillais Michaela, allongée dans ce qui fut autrefois mon garage. Au rythme monotone du respirateur, je comptais sans y penser les cycles. J'ai décroché en voyant un numéro inconnu. Un homme, il s'est présenté, Matteo Huang, assurance. Il récitait presque son texte, tentant de paraître rassurant. Routine de contrôle,
mais ils avaient repéré quelque chose de bizarre dans les recherches de Michaela avant le drame. Mon cœur s'est serré d'angoisse. Il m'a expliqué qu'ils rouvraient le dossier et qu'ils avaient besoin que je passe au commissariat cet après-midi pour répondre à quelques questions. J'étais tellement nerveuse que j'ai failli laisser tomber mon téléphone tant mes mains tremblaient. J'ai réussi à accepter et à noter l'adresse, même si je savais très bien où il se trouvait. Après avoir raccroché, je suis restée figée à regarder le visage de Michaela. Elle avait les yeux fermés, l'air paisible, ce qui m'a semblé complètement déplacé après ce que je venais d'apprendre. Je me suis levée un peu trop vite, j'ai eu la tête qui tournait, puis je suis allée dans la cuisine où papa buvait son café pendant qu'Adriana préparait les tartines. Je leur ai raconté l'appel. Le visage d'Adriana est devenu livide une seconde, puis elle s'est emportée. Elle s'est aussitôt inquiétée de ce que j'avais bien pu raconter à l'assurance pour qu'ils décident de rouvrir le dossier, et sa voix montait de plus en plus fort à mesure qu'elle parlait. Papa, lui, se contentait de fixer sa tasse comme s'il y cherchait une solution. Il a dit qu'on devait faire preuve de transparence totale et donner tout ce qu'il demanderait, mais il avait l'air complètement vidé, comme si ces dernières semaines lui avaient pris toute son énergie. Adriana a tenté de protester, mais papa a juste levé la main et elle s'est résignée. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à ma meilleure amie, au cas où j'aurais besoin d'elle plus tard si ça tournait mal. J'ai attrapé ma veste, récupéré mes clés dans mon sac et je suis montée en voiture, direction le commissariat. En passant devant mon ancien lycée, j'ai repensé à la fierté que j'avais ressentie il y a seulement quelques mois, quand j'avais fini de rénover le garage. J'avais invité tous mes amis, les guirlandes lumineuses brillaient sur la nouvelle fenêtre, ça donnait à la pièce une ambiance magique. Tout le monde n'arrêtait pas de répéter que c'était la pièce la plus cool qu'ils avaient jamais vue, bien au-dessus de ce qu'on trouve sur Pinterest ou Instagram. Ils prenaient des photos et postèrent des commentaires sur la chance que j'avais. Mais aujourd'hui, cette fierté m'étranglait, comme si elle était devenue une honte. J'avais sans doute voulu trop bien faire. Peut-être même que j'avais fait du mal à Michaela en lui montrant ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. Je savais que ce n'était pas rationnel, mais cette idée tournait en boucle dans ma tête. J'ai garé la voiture sur le parking du commissariat, coupé le contact et attendu 5 minutes pour essayer de calmer mon cœur qui battait à toute vitesse. Mes mains tremblaient encore. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que l'assurance avait pu trouver pour décider de relancer toute l'enquête. J'ai fini par sortir de la voiture et entrer. L'attente s'est faite sur ces chaises en plastique inconfortables, dans une odeur mêlée de café froid et de produits ménagers. Je me suis assise en essayant de me rappeler le jour de l'effondrement. On était sortis vers midi pour la cérémonie de remise de diplôme de mon cousin. Michaela avait prétexté une migraine pour rester à la maison. Je me souviens l'avoir vue à la fenêtre de sa chambre pendant qu'on préparait la voiture. Vers 16h, le voisin nous a appelés, affolés. Il avait entendu un fracas énorme et vu de la poussière sortir de nos fenêtres à l'étage. Les pompiers nous ont appris plus tard que Michaela était restée coincée plusieurs heures avant leur arrivée, consciente et terrorisée, incapable de bouger ou de demander de l'aide. Rien qu'à l'idée de ces 3 heures interminables, j'avais la nausée. J'essayais d'imaginer ce qu'elle avait pu ressentir, allongée, consciente que tout tournait mal dans son corps. L'horloge de la salle d'attente affichait 14h15. Je me demandais combien de temps il me restait à patienter. Au bout d'un certain temps, une femme est venue droit vers moi et s'est présentée. « Lieutenant Leilani Santos », m'a-t-elle annoncé en me serrant la main fermement, son regard à la fois doux et décidé. Elle m'a accompagnée dans un petit bureau qui sentait le café rassis et le désinfectant, la table en métal froide sous ma main. Elle m'a proposé une chaise et s'est assise en face de moi. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une audition d'information, que je n'étais ni mise en cause, ni soupçonnée de quoi que ce soit. Vous avez le droit d'être accompagné d'un parent ou d'un avocat si vous voulez. J'ai répondu que je préférais parler seule, que je n'avais rien à cacher, et c'était vrai. J'ignorais ce qu'il cherchait exactement, mais je savais pertinemment que je n'avais rien à me reprocher. La lieutenante a ouvert un carnet et m'a demandé de décrire l'ambiance familiale avant l'accident. J'ai essayé d'expliquer qu'Adriana prenait toujours la défense de Michaela dans nos disputes, que papa cédait surtout pour la paix du ménage même quand ce n'était pas mérité, et que je m'étais sentie éjectée de ma propre famille depuis leur mariage. Ma voix s'est brisée en parlant des stickers papillons que j'avais collés avec maman quand j'étais petite. Michaela avait tout recouvert de ses bandes LED hors de prix synchronisées avec la musique. La policière prenait des notes, sans laisser paraître la moindre émotion, hochant parfois la tête. Elle est revenue précisément sur le moment où les choses s'étaient détériorées avec Michaela. J'ai raconté l'histoire de l'échange du garage, puis expliqué qu'après avoir vu le résultat, Michaela avait piqué une vraie crise. Elle a voulu ensuite savoir combien ça avait coûté et combien de temps les travaux avaient duré. J'ai expliqué que j'avais mis de côté durant 8 mois en travaillant à la bibliothèque, acheté tout le matériel chez Castorama et assuré presque toute la déco toute seule. Papa m'avait juste aidé pour la fenêtre, une opération bien trop technique pour moi.
La policière a noté et demandé si on avait fait une demande d'autorisation pour cette fenêtre. Sur le coup, ma gorge s'est nouée car j'en étais pas sûre du tout. J'ai répondu que c'était papa qui s'en était occupé. Enfin, je le pensais. Pour moi, il gérait toujours les papiers pendant que moi je bricolais. Elle a continué de prendre des notes et j'ai senti mon angoisse monter en flèche. Ensuite, elle a sorti une tablette et me l'a montrée. Il s'agissait d'un rapport préliminaire rédigé par Matteo Wang, l'enquêteur des assurances. Elle m'a expliqué qu'une vérification habituelle des appareils avait montré des recherches suspectes. Les assurances consultent systématiquement les appareils en cas de gros sinistres. C'est leur procédure pour éviter les fraudes. J'ai hoché la tête d'un air entendu, même si pour être honnête, je ne voyais pas bien le rapport avec l'accident de Michaela. Je pensais simplement qu'elle avait fait une bêtise en essayant d'abattre une cloison. La policière a tourné la tablette vers moi, laissant apparaître la liste des mots-clés retrouvés sur l'ordinateur de Michaela, datés de 5 jours avant l'accident. En les parcourant, j'ai senti mon sang se figer. Comment savoir si un mur est porteur? Démolition cloison masse. Peut-on abattre une cloison entre 2 chambres? Travaux sans entrepreneur. Chaque recherche était comme un coup de massue. Vous saviez que Michaela avait prévu d'effectuer des travaux? J'ai fait non de la tête. Tout semblait vaciller autour de moi. J'ai expliqué que Michaela ne parlait jamais de faire des travaux, qu'elle se contentait d'acheter de la déco et râlait sans arrêt parce que sa chambre était trop petite, moins bien que la mienne. La lieutenant Santos m'a alors demandé de raconter en détail, minute par minute, la journée de l'accident. À quelle heure on était parti et qui savait que la maison serait vide. J'ai expliqué qu'on était sortis aux alentours de midi pour la fête de remise de diplôme et que Michaela nous avait vus charger la voiture depuis la fenêtre de sa chambre. Je revoyais son visage fermé derrière la vitre et, sur le moment, j'avais cru qu'elle bougeait parce qu'elle ne pouvait pas venir à la fête. Mais aujourd'hui, je me demandais si elle n'était pas tout simplement inquiète à cause de ce qu'elle avait en tête. La policière, après s'être réinstallée, a ouvert un autre écran sur sa tablette. Pour le garage, est-ce que vous aviez fait appel à des professionnels ou vous avez tout fait vous-même? J'ai répété que j'avais acheté les matériaux et fait la plus grande partie seule. Peinture, étagères, guirlandes. Papa n'était intervenu que pour la fenêtre parce qu'il fallait percer et solidifier le mur. Elle a hoché la tête, pris quelques notes, puis m'a demandé qui avait fait l'électricité pour les lampes et la prise du vidéoprojecteur. J'ai expliqué que papa s'en était aussi occupé, en tirant de nouveaux câbles depuis le tableau principal. L'enquêtrice m'a alors regardé droit dans les yeux pour savoir si on avait bien obtenu les autorisations nécessaires. J'ai ressenti un pincement d'angoisse, car honnêtement, je n'en savais rien. Je lui ai répondu que papa avait dit qu'il s'occuperait de tous les papiers, des permis, des contrôles, tout ce qu'il fallait, et que moi, je m'étais concentrée sur l'aménagement. J'étais persuadée qu'il prenait en charge la partie administrative. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle a noté encore et précisé que l'assurance voudrait s'assurer que tout avait été fait dans les règles. Mes mains se sont mises à transpirer. D'un coup, le doute m'envahissait. Et si papa avait juste dit ça pour me rassurer? L'inspectrice a changé de sujet. Elle voulait savoir si Michaela avait déjà menacé d'abîmer le garage ou laissé entendre qu'elle voulait le détruire. J'ai répondu tout de suite « Non, jamais ». Elle se plaignait juste que la répartition entre nous n'était pas juste, que j'avais un espace immense alors qu'elle était coincée dans une chambre standard. Aucun conflit violent, seulement les tensions habituelles entre demi-frères et sœurs et ces petites remarques acerbes dès que des amis venaient en chez nous. L'enquêtrice a demandé si Adriana avait déjà laissé entendre que Michaela aurait dû avoir le garage à ma place. J'ai hésité. Je n'avais pas envie de mettre Adriana dans l'embarras, mais l'enquêtrice attendait une réponse. J'ai avoué qu'Adriana faisait parfois des commentaires du genre « Ce n'est pas normal qu'un enfant ait un studio complet, alors que sa propre fille doit se serrer dans une chambre. » Elle n'a jamais demandé ouvertement que Michaela prenne le garage, mais elle me reprochait assez ouvertement de m'approprier autant d'espace. La voix de l'enquêtrice est devenue plus douce, et elle m'a demandé de répéter très précisément ce que Michaela avait dit à l'hôpital, quand elle m'a accusée. J'ai pris une inspiration et j'ai raconté ce dont je me souvenais. Michaela a dit que tout était de ma faute, qu'à cause de moi, elle avait eu tout ce poids à porter pour trouver sa place chez elle. Elle a ajouté que je la réduisais à néant, qu'elle aurait juste voulu se sentir à sa place dans la famille, mais qu'il fallait que j'aie toujours la plus belle chambre et toute l'attention sur moi. Ma voix tremblait en racontant ça. Au fond, je me demandais si elle n'avait pas raison, si l'histoire du garage n'était pas allée trop loin, si elle n'avait pas fini par craquer à force de se sentir exclue. Santos m'a alors demandé tout doucement si je pensais avoir provoqué l'accident. J'ai répondu que je n'en savais rien, que tout le monde me disait « Si tu avais partagé ta chambre ou aidé Michaela à aménager la sienne, rien de tout ça ne serait arrivé. » Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'ai été égoïste, que c'est un peu à cause de moi, parce que je n'ai pas su être une meilleure sœur. À ce moment-là, l'enquêtrice Santos a refermé sa tablette et l'a posée sur la table entre nous. Elle m'a expliqué qu'en fonction de l'enquête, il y aurait peut-être plusieurs soucis juridiques concernant l'effondrement. Que si Michaela avait bel et bien voulu endommager la maison, c'était une chose, mais que si les travaux du garage avaient été faits sans permis, ça devenait une infraction.
Et s'il s'avérait que d'autres personnes étaient mêlées à la préparation ou savaient ce qui se tramait, ça compliquait tout. Elle m'a dit que la fraude à l'assurance était un délit grave quand on endommage volontairement sa maison et que la mise en danger d'autrui pouvait être tout aussi lourde, même si Michaela n'avait mis en danger qu'elle-même en abattant un mur porteur. J'ai eu la gorge nouée en comprenant qu'elle parlait de poursuites pénales. J'ai alors demandé si Michaela risquait la prison. L'enquêtrice m'a dit que cela paraissait peu probable vu son état, mais que la famille risquait des amendes, voire d'autres suites légales. Papa pouvait être inquiété si jamais les travaux avaient été faits sans autorisation. Adriana risquait aussi des ennuis si elle avait été au courant ou avait encouragé la démolition. L'enquêtrice m'a enfin demandé si j'acceptais que leur équipe examine mon téléphone et mon ordinateur pour s'assurer que je n'étais au courant d'aucun projet de Michaela et que je n'avais rien à voir là-dedans. J'ai accepté aussitôt, déverrouillé mon téléphone et l'ai tendu à l'enquêtrice, puis j'ai donné le mot de passe de mon ordinateur, impatiente de lui montrer que je n'avais rien à cacher sur Michaela. L'enquêtrice Santos m'a remercié avant de préciser qu'un expert restituerait mes appareils sous 48 heures, après les avoir entièrement copiés. Elle s'est levée et m'a serré la main une nouvelle fois. « Vous pouvez y aller. On vous recontactera si besoin. » J'ai rassemblé mes affaires, les jambes en coton, et j'ai quitté la salle d'entretien. En sortant du commissariat, il était déjà 18 heures. J'avais encore les mains qui tremblaient en ouvrant la portière de la voiture. Je suis restée quelques minutes, immobile au volant, à essayer de reprendre mon souffle et digérer tout ce que l'enquêtrice venait de m'apprendre sur les permis, la fraude et les risques de poursuite. J'ai fini par envoyer un message à papa. L'entretien est fini. C'était vraiment éprouvant. Il n'a répondu qu'une heure plus tard. Un simple « OK ». Rien d'autre, aucune question sur ce qu'on m'avait demandé ni sur mon état. Une fois à la maison, j'ai laissé la voiture dans le garage et je suis restée une vingtaine de minutes à fixer les lumières du plafond, celles dont j'étais si fière autrefois et qui me semblaient maintenant trahir tout ce qui clochait. J'avais presque honte d'avoir pris autant de soin à aménager cet endroit. Finalement, je me suis fait violence pour sortir de la voiture et regagner la maison. Le lendemain matin, alors que je versais des céréales, j'ai entendu le téléphone de papa sonner. Quand il a décroché, j'ai vu son visage passer de l'étonnement à une expression blême. L'appel terminé, il nous a demandé, à Adriana et moi, de venir nous asseoir. C'était Matteo Wang, l'enquêteur de l'assurance, qui venait de retrouver d'autres recherches dans l'historique du téléphone de Michaela, datant de la semaine précédant l'accident. Papa a parcouru à voix basse ses notes, le visage fermé. Michaela avait cherché combien de temps dure une déclaration d'assurance, l'assurance habitation couvre-t-elle une démolition accidentelle, et que se passe-t-il si on cause des dégâts dans une maison sans permis? Adriana s'est effondrée en répétant que Michaela ne mesurait sûrement pas la portée de ses recherches, que ce n'était qu'une gamine qui tapait tout et n'importe quoi. Mais dans le regard de papa, j'ai compris que tout comme moi, il avait saisi que Michaela avait prémédité et avait sérieusement réfléchi à la question de l'assurance. Plus tard dans la matinée, Matteo a envoyé un mail complémentaire avec des extraits de son rapport, que papa a ouvert aussitôt sur son ordinateur. On s'est tous penchés derrière lui pour lire. Michaela avait aussi cherché juste avant l'accident « Peut-on avoir des ennuis si on abat le mauvais mur ?» ou encore « Indemnisation moyenne sinistre dommages structurels ». L'enchaînement des recherches ne laissait aucun doute. Elle savait que c'était risqué, mais elle espérait que l'assurance couvrirait les dégâts malgré tout. J'en ai eu un haut le cœur. Ces preuves montraient qu'elle avait bien pesé les conséquences et comptait sur l'assurance de papa pour réparer les pots cassés. Clairement, elle n'avait pas pris une masse sur un coup de tête, tout avait été préparé et elle s'était fiée à l'idée qu'en cas de problème, l'assurance serait là pour l'aider. Le rapport de l'expert listait aussi des recherches faites le tout dernier matin, juste avant notre départ pour la remise de diplôme de mon cousin. Ce jour-là, Michaela avait cherché comment simuler une maladie de façon convaincante et meilleures excuses pour rater un événement familial, puis s'était plainte de migraine juste avant de rester seule à la maison. Papa a lu cette partie à voix haute et Adriana a éclaté en sanglots. Ça prouvait que Michaela avait planifié de rester seule exprès pour s'attaquer à sa démolition. Elle avait fait semblant d'être malade pour nous laisser partir sans elle et mener son projet en toute tranquillité. J'ai chuté lourdement sur une chaise de la cuisine avec cette impression oppressante d'une préméditation totale. Ce n'était pas juste une bêtise irréfléchie, c'était froidement préparé, et d'une certaine manière ça rendait tout encore plus cruel. J'ai passé l'après-midi garée sur le parking de la bibliothèque où je travaillais avant que tout cela ne dérape. J'avais besoin de respirer loin de la maison, de faire le point sans papa ou Adriana dans les parages. Oui, Michaela avait tout planifié, s'était renseignée, elle savait ce qu'elle faisait. Mais après tout, elle n'avait que 17 ans. Elle n'avait pas la maturité d'évaluer ce qui risquait vraiment d'arriver. Elle croyait sûrement qu'elle réussirait juste à agrandir sa chambre
et que tout le monde trouverait ça formidable, ou au moins qu'on accepterait le fait accompli à notre retour. Jamais elle n'avait envisagé de rester paralysée, ni que le plafond s'effondrerait sur elle. Je ne cessais de me demander si savoir qu'elle avait tout prémédité rendait les choses pires ou moins graves. Je n'arrivais tout simplement pas à répondre. Vers 19h, toujours sur le parking, j'ai vu s'afficher le nom de la détective Santos sur mon téléphone. J'ai décroché et elle est allée droit au but, m'expliquant que les voisins venaient de signaler un nouveau détail remontant à 2 jours avant l'accident. Un livreur était passé et le voisin avait vu Michaela signer elle-même pour réceptionner le colis à travers la fenêtre de la cuisine. Santos voulait savoir si papa avait commandé quoi que ce soit récemment. Je l'ai passé sur haut-parleur pour pouvoir continuer à conduire tout en parlant avec elle. Arrivée à la maison, j'ai raconté l'appel à papa, qui a tout de suite vérifié l'historique de ses commandes sur son ordinateur. Rien d'étrange, aucune masse, aucun outil, aucune livraison encombrante. C'est alors que la détective a expliqué que cela confirmait leur théorie. Michaela avait commandé la masse elle-même, probablement avec le compte ou la carte de quelqu'un d'autre, bien avant l'accident. Elle a aussi insisté sur le fait que le témoignage du voisin montrait bien qu'il y avait eu une vraie anticipation, qu'on ne pouvait pas parler d'un simple acte irréfléchi sous l'emprise de la colère. Michaela avait eu le temps de réfléchir, de changer d'avis, mais elle avait quand même passé commande et attendu la livraison. Ce même voisin avait d'ailleurs précisé à la police qu'il avait entendu de la musique à fond à l'étage le jour de l'accident, alors qu'il était en train de faire la vaisselle vers 13h. Au début, il s'est dit que Michaela faisait simplement sa crise d'ado en mettant la musique à fond pendant qu'on n'était pas là. Vers 13h30, il a commencé à entendre des bruits sourds et réguliers qui se mêlaient à la musique, comme si quelqu'un frappait violemment ou donnait des coups contre une surface dure. Il a hésité à venir jeter un œil, mais s'est finalement dit que Michaela devait sûrement accrocher des cadres ou bricoler dans la chambre. Ces bruits ont duré plus de 2 heures, entrecoupés de pauses, et il a fini par ne plus y prêter attention. Mais à 15h30, un craquement immense a retenti, faisant trembler toute sa maison, suivi d'un vacarme assourdissant. Puis, plus rien. C'est à cet instant qu'il a compris qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il a appelé les secours. J'ai alors imaginé Michaela s'acharner pendant des heures avec cette masse, s'arrêtant sûrement quand elle ne sentait plus ses bras avant de recommencer. J'avais la gorge nouée en pensant que tout aurait pu s'arrêter si quelqu'un avait juste frappé à la porte, si le voisin avait écouté son intuition et s'était déplacé. Mais personne n'a rien fait et elle a continué jusqu'à ce que le plafond lui tombe sur la tête. 2 jours après, la détective Santos nous a rappelé avec de nouveaux éléments fournis par la banque. Adriana avait consenti à donner accès à ses relevés bancaires, sans doute persuadée que cela dissiperait tout malentendu. Mais ils ont découvert que sa carte avait été utilisée pour acheter la coiffeuse, les bandes LED et la fameuse masse, tout dans le même magasin de bricolage, échelonné sur 3 semaines. La détective est venue nous voir pour nous présenter tout cela, et je voyais bien le visage d'Adriana se décomposer quand elle a découvert les preuves devant elle. Elle a juré n'avoir jamais donné son accord pour l'achat d'une masse, qu'elle n'était au courant que pour la coiffeuse Atlas Lumière, que Michaela lui avait montrée une fois livrée. D'après elle, Michaela avait dû prendre sa carte discrètement dans son sac à main et l'utiliser sans rien dire, ce qui restait crédible vu qu'elles vivaient ensemble. Pourtant, j'ai vu papa lancer un regard différent à Adriana, les yeux plissés, la mâchoire contractée. Il se posait 1000 questions, se demandant ce qu'elle savait vraiment ou ce qu'elle feignait de découvrir. La détective nous a dit que les relevés montraient tout un plan étalé sur plusieurs semaines, Michaela rassemblant ses achats petit à petit, pas seulement en quelques jours. Puis Santos a sorti sa tablette et nous a montré autre chose. Des messages retrouvés dans la sauvegarde du portable, échangés 8 jours avant l'accident entre Adriana et Michaela. Adriana écrivait « Tu dois leur forcer la main, leur prouver à quel point c'est injuste. » Et Michaela répondait « J'ai un plan. » Cela continuait, Adriana lançant « Moi, j'ai toujours eu ce que je voulais », alors que Michaela devait récupérer ce qui restait. Michaela lui envoyait ensuite toute une série d'exemples de décoration de chambre, avec des commentaires comme « Voilà ce que je mérite » ou « Pourquoi c'est elle qui a la chambre stylée ?» En lisant tout cela sur l'écran de la détective, Adriana s'est effondrée, en larmes, tentant de justifier qu'elle n'avait voulu qu'encourager Michaela à décorer et embellir sa chambre, pas à démolir quoi que ce soit. Santos lui a répondu calmement que ces échanges montraient bien un encouragement à faire monter la pression, même sans savoir exactement ce qui se tramait derrière. À force d'entendre sa mère lui répéter qu'elle méritait mieux, Michaela a fini par croire qu'elle agissait à juste titre en allant aussi loin. À ce moment-là, j'ai commencé à voir toute la situation sous un autre angle. Adriana avait toujours insisté pour que papa investisse sans compter dans la chambre de Michaela, répétant que c'était important qu'elle se sente à sa place dans la famille, qu'on ne pouvait pas laisser une fille avoir tout pendant que l'autre n'a rien. J'avais cru qu'elle jouait simplement son rôle de mère protectrice, prête à défendre sa fille qui se sentait mise de côté. Mais maintenant, c'était évident. Elle avait sans cesse attisé la colère de Michaela, validant les rancœurs et appuyant là où ça faisait mal, jusqu'à finir par me désigner, moi,
comme la responsable de tous les maux. Jamais elle n'a suggéré à Michaela d'être contente de ce qu'elle avait, ni même remis en question ce jeu de comparaison permanent. Au contraire, elle passait son temps à faire la liste de tout ce qui me revenait et dont Michaela se croyait privée, comme si c'était un concours. Une colère violente m'a envahie, brûlante, parce que c'était elle, en grande partie, qui avait alimenté cette spirale jusqu'à la catastrophe. Le 4e jour de l'enquête, une femme est arrivée chez nous, Heidi Klein, un gros classeur sous le bras et l'air très sérieux. Elle s'est présentée comme ingénieure en structure, mandatée par l'assurance pour évaluer les dégâts et comprendre précisément ce qui s'était passé. Papa l'a laissée monter à l'étage, dans la partie condamnée, où elle était restée plus de 3 heures. Je l'entendais se déplacer, mesurer, commenter parfois toute seule dans un dictaphone. Quand elle est redescendue, son visage était sombre et elle nous a demandé de nous installer au salon. Elle a sorti des photos, étalant sur la table les images du plafond effondré et du mur démoli, puis a commencé ses explications. Le mur abattu par Michaela était porteur, c'est-à-dire indispensable au maintien du plafond de l'étage. Sans lui, tout ce qui était au-dessus se retrouvait sans soutien. Heidi nous a montré les plans d'origine, récupérés à la mairie, où le mur entre la chambre rose et la chambre d'amis figurait bien comme porteur, pas décoratif. Retirer ce mur sans installer de poutre spéciale, c'était condamner le plafond à supporter un poids qu'il ne pouvait pas encaisser, d'où le déplacement puis l'effondrement en seulement quelques heures. Elle a demandé à papa s'il avait fait une demande d'autorisation pour les modifications à l'étage, et je l'ai vu rougir jusqu'aux oreilles en expliquant qu'il pensait que ce n'était pas nécessaire pour de simples travaux de déco ou de peinture. Heidi l'a corrigé fermement. Démolir un mur, surtout un porteur, exige toujours des autorisations et des vérifications avant d'entamer les travaux. Faire ça sans autorisation constituait une faute grave et mettait en péril tous les habitants de la maison. L'ingénieur a ensuite inspecté le rez-de-chaussée, puis s'est arrêté dans mon coin garage, parcourant tout du regard avec le moindre détail. Elle s'est attardée près de la fenêtre que papa et moi avions posée pour que j'aie vue sur le jardin et a demandé quand elle avait été installée et si une déclaration avait été faite. Le visage de papa est passé du rouge au violet, il a bafouillé en disant qu'il pensait qu'une petite ouverture de ce type ne nécessitait rien. Heidi a noté quelque chose dans son classeur, puis a expliqué que toute ouverture percée dans un mur extérieur demandait une autorisation, car cela touchait à la structure du bâtiment, risquant des soucis d'humidité, voire pire, si ce n'était pas fait dans les règles. Elle a précisé que la mairie voudrait sûrement qu'on régularise la situation, à la fois pour le mur abattu à l'étage et la fenêtre non déclarée au rez-de-chaussée, sans parler des amendes qui tombent avec ce genre d'infraction. Papa faisait oui de la tête, complètement abattu, pendant que moi, j'avais la nausée rien qu'à imaginer la facture. Quelques jours plus tard, un autre visiteur est arrivé, un assistant social de l'hôpital, Royce Booker. Sa mission consistait à vérifier l'aménagement pour Michaela à domicile et à s'assurer que rien ne manque. Il devait approcher la quarantaine, toujours avec ce regard gentil et une manière très calme d'évoluer dans le garage, sans jamais donner cette impression de s'imposer. Il a passé près d'1 heure à vérifier tout l'équipement, le respirateur posé dans un coin qui ronronnait en continu, les poches d'alimentation parfaitement alignées, le lit médicalisé qui prenait presque la pièce entière. On a eu droit à 1000 questions sur la vie de tous les jours, le partage des soins et la façon dont on gérait la nuit. Au bout d'un moment, il s'est posé avec nous 3 et a dit tout bas que, sans soutien de pro, cette organisation ne tiendrait jamais sur la durée. La voix d'Adriana est devenue glaciale, dure. On se débrouille comme on peut, sans aide, sans argent. Royce a levé les mains et gardé tout son calme. Je comprends parfaitement. Je suis là, justement, pour vous mettre en contact avec les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Après son départ, Adriana n'a pas bougé de la cuisine. Je me servais un verre d'eau quand je l'ai entendue partir en sanglots, des pleurs rageurs, comme si elle s'écroulait d'un coup. Elle s'est retrouvée appuyée contre le plan de travail, et dans ses larmes, elle a avoué qu'elle avait tout perdu. Sa belle chambre sous les toits, sa vie normale, et que la maison ressemblait désormais à un hôpital, avec ses bips de machines jour et nuit. Ensuite, elle m'a regardé fixement de ses yeux rouges gonflés et a craché. Le garage, c'était supposé être ta punition pour ton égoïsme, pour te montrer qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais au bout du compte, c'est Michaela qui s'est retrouvée enfermée ici, avec tout son matériel, et ta sœur passera désormais sa vie dans la pièce qui devait te servir de leçon. Je suis restée plantée là, mon verre à la main, sans savoir s'il fallait la plaindre ou m'en aller, pris entre la pitié et la colère devant cette capacité qu'elle a de toujours faire de toute une leçon contre moi. J'ai fini par quitter la pièce sans rien dire, rejoignant mon matelas dans le salon, la poitrine oppressée, du mal à retrouver mon souffle. Vers 23 heures, mon téléphone a vibré. C'était Royce. J'ai décroché, regard perdu dans le noir, allongé sur le dos. Il a demandé comment j'allais, toujours cette voix apaisante. Et, sans même m'en rendre compte, je me suis mis à lui raconter que tout le monde semblait me tenir pour responsable.
parce que je n'avais pas proposé à Michaela de partager ma chambre tout de suite. Les mots sont sortis en cascade. Je lui ai dit qu'Adriana me reprochait de ne pas avoir aidé Michaela à décorer, que parfois papa avait des regards comme si, à moi seule, j'aurais pu tout empêcher. Royce m'a écouté sans m'interrompre, puis il m'a dit doucement « C'est Michaela qui a choisi. Tu as le droit d'être blessée, d'être traitée comme un bouc émissaire. » Entendre ça de la part d'un étranger m'a bouleversée. Il m'a fallu un moment pour réussir à le remercier avant de raccrocher. Le lendemain matin, l'inspectrice Santos a appelé le portable de papa pour nous demander de tous nous regrouper. Elle avait une nouvelle info. On s'est retrouvés dans le salon. Adriana crispée sur le bord du canapé, déjà en mode défensive. Santos a expliqué qu'il y avait sur le téléphone de Michaela un brouillon de post Instagram rédigé le matin de l'accident et qu'elle allait nous lire la légende à voix haute. Michaela avait prévu d'annoncer la transformation de sa chambre avec une flopée de hashtags sur les rénovations et le relooking. La détective a précisé que Michaela comptait filmer toute la démolition pour la poster ensuite comme une vidéo avant, après sensationnelle. Un nœud s'est formé dans ma gorge en pensant à elle, installant son portable pour immortaliser la scène, tout à la joie d'une rénovation spectaculaire, sans imaginer une seule seconde ce qui allait ensuite. Adriana a émis un gémissement étranglé et s'est couverte la bouche avec les deux mains. La détective Santos a ensuite affiché un autre document sur sa tablette et précisé que dans son brouillon, Michaela avait aussi écrit un script vidéo. Elle nous l'a lu, impassible. Si quelque chose casse, l'assurance de mon père remboursera, alors pourquoi ne pas tout tenter? La détective a expliqué que cela reflétait la pensée magique de Michaela concernant les assurances, persuadée que ça couvrirait tout, quels que soient les dégâts. J'étais là, submergée, à la fois en colère devant cette naïveté et terriblement triste qu'elle ait cru que tout pouvait bien se passer. Papa était devenu livide, hochant la tête d'un air vide, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Adriana s'est remise à pleurer, des larmes silencieuses roulant sur ses joues alors qu'elle fixait le sol. Puis la détective s'est tournée vers elle pour lui dire qu'un point essentiel ressortait aussi des échanges. À chaque fois que Michaela évoquait ses doutes sur le projet, Adriana lui répondait que l'assurance du père était vraiment top, qu'elle ne devait pas s'inquiéter à ce point. Adriana a redressé la tête brusquement, protestant qu'elle ne savait rien des intentions de Michaela concernant la moindre démolition. Elle pensait simplement qu'elles échangèrent des idées de décoration. Mais la détective, imperturbable, a précisé que ces messages avaient instauré un climat où Michaela se croyait hors d'atteinte, persuadée que l'assurance réglerait miraculeusement tous les soucis. Papa s'est alors tourné vers Adriana avec une expression que je ne lui connaissais pas, comme s'il la découvrait sous un nouveau jour et que ce qu'il voyait ne lui plaisait pas du tout. On aurait entendu une mouche voler. Seul le bruit sourd du respirateur de Michaela retentissait depuis le garage. Quand la détective Santos est partie, papa est sorti, s'est enfermé dans sa voiture et n'a plus bougé. Je l'ai observé par la fenêtre quelques instants avant de retourner à mes devoirs, et 1 heure plus tard, il était toujours là, figé derrière le volant, le regard perdu dans le vide. Pendant ce temps, Adriana s'était éclipsée côté garage pour vérifier comment allait Michaela, et je me suis retrouvée seule dans la maison, avec cette impression que tout s'effritait au ralenti autour de moi. Papa n'est rentré qu'à la nuit tombée. Quand je lui ai demandé si ça allait, il s'est contenté de souffler qu'il avait du mal à tout encaisser et qu'il voulait juste dormir. Sa voix sonnait creuse, absente. Je connaissais bien ce ton-là, cette façon de s'éteindre depuis la mort de maman, quand il devenait comme un automate, en attendant que la tempête passe. Le lendemain, au lycée, j'ai réalisé que je n'avais plus que 2 amis qui continuaient à manger avec moi le midi, les autres m'évitaient et trouvaient 1000 excuses. Dans les couloirs, j'entendais les chuchotements. On parlait de la demi-sœur paralysée et de l'histoire du garage. Quelqu'un avait même tagué « influenceuse du garage » à la bombe argentée sur la porte de mon casier. J'ai dû demander au concierge de venir m'aider à nettoyer pendant que tout le monde me fixait. Finalement, j'ai pris l'habitude de manger mon sandwich tout seul dans la voiture, garé sur le parking, sans même sentir le goût. J'en suis venue à me renseigner sérieusement sur un transfert pour ma dernière année de lycée, me disant qu'ailleurs, au moins, personne ne saurait rien de tout ce qui s'est passé. 1 semaine après le rendez-vous avec la détective, les voisins ont ajouté leur grain de sel auprès de la police. Papa a été convoqué au commissariat, et quand il est rentré, il semblait vidé, le visage fermé, cerné de fatigue. Il nous a appris que les voisins avaient vu Adriana monter à l'étage avec des pots de peinture et 1 mètre 3 jours avant l'accident, en train de discuter avec Michaela de l'aménagement des lieux. La détective lui avait posé des questions, et Adriana avait reconnu avoir aidé Michaela à penser l'organisation de la chambre, mais juré n'avoir jamais entendu parler de démolition. Papa a répété ce qu'avait dit la détective. Il devenait impossible d'ignorer le schéma d'encouragement. Adriana s'est levée sans un mot et a quitté la pièce. 2 jours plus tard, Matteo Huang, de l'assurance, a appelé pendant le dîner. Papa l'a mis sur haut-parleur. Sa voix résonnait dans la cuisine, posée et très officielle. Il a expliqué que l'assurance risquait de refuser de prendre en charge les dégâts structurels, puisqu'il s'agissait d'une démolition volontaire
et de travaux faits sans permis. L'assurance ne couvre pas les dégâts causés sciemment par des membres de la famille, même si la personne n'a pas saisi la portée de ses actes. J'ai vu papa pâlir en demandant s'il existait des recours ou des exceptions, mais Matteo a continué, implacable, à détailler les clauses du contrat. Les mains de papa se sont mises à trembler en prenant des notes sur un coin de table, de plus en plus nerveusement, l'écriture devenant illisible à mesure que la conversation avançait. Le lendemain, nous avons reçu un courrier officiel. L'assurance continuerait à prendre en charge les soins et l'équipement de Michaela, mais les réparations du logement seraient entièrement à nos frais. Matteo a rappelé pour préciser les sommes en jeu, entre 75 000 et 100 000 $ pour refaire correctement la structure de l'étage, sans compter les amendes pour travaux non déclarés. Papa s'est littéralement écroulé sur sa chaise, la tête dans les mains, complètement abattu. Adriana, paniquée, s'est mise à questionner les possibilités de paiement et de prêt, la voix de plus en plus aiguë. Je me suis éclipsée sous prétexte d'aller dormir dans mon coin, refermant la porte sur leur voix qui montait. Cette nuit-là, je suis restée allongée au salon à fixer le plafond, repensant à toutes les fois où Adriana avait insisté pour que papa cède le garage à Michaela. Je me revoyais l'entendre lâcher « Tu préfères ta fille à la mienne », comme si papa m'accordait un privilège en me laissant profiter de l'espace que j'avais aménagé. Je me demandais si je devais raconter tout ça à la détective Santos, ajouter une pièce au dossier prouvant le rôle moteur d'Adriana dans toute cette affaire. Mais je n'étais pas certain d'avoir envie d'en rajouter, ni d'être celui qui enfoncerait un peu plus une famille déjà au bord de la rupture. J'hésitais entre me taire, quitte à protéger ceux qui m'avaient désigné comme bouc émissaire, ou tout dévoiler, sans savoir si cela tenait de la sincérité ou d'une vengeance mal dissimulée. Le lendemain matin, la détective Santos a rappelé pour nous convoquer de nouveau au commissariat. Papa et Adriana y sont allés ensemble, moi j'ai préféré conduire de mon côté, la boule au ventre. Nous avons retrouvé la même salle d'interrogatoire, et l'inspectrice Santos, le visage fermé, a sorti sa tablette. Elle a expliqué avoir retrouvé d'autres messages sur le téléphone d'Adriana, cette fois adressés à sa sœur, 2 semaines avant l'accident. Elle a retourné l'écran pour qu'on voit tous. Dans le premier message, Adriana poussait Michaela à faire quelque chose de spectaculaire, pour prouver à quel point cette histoire était injuste, un vrai coup d'éclat qui forcerait un changement. Sa sœur a rétorqué « Fais attention à ce que tu encourages ». La réponse d'Adriana m'a vraiment laissé sans voix. Parfois, il faut tout chambouler pour que ça bouge. J'étais écœurée en lisant ça, mais bizarrement, aussi soulagée, parce que c'était enfin la preuve évidente qu'Adriana était à l'origine de tout ce gâchis. Le visage de papa s'est vidé de tout son sang. Il a fixé Adriana comme s'il voyait une étrangère. Adriana s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle n'avait jamais voulu que Michaela casse quoi que ce soit, qu'elle voulait juste qu'elle apprenne à s'imposer. L'inspectrice Santos l'a laissé parler, puis elle a exposé calmement que, même si les messages n'étaient pas anodins, prouver une réelle intention de fraude à l'assurance ou d'incitation à la délinquance de mineurs supposait qu'Adriana ait eu connaissance avec précision du projet de démolition. Ces textos trahissaient surtout un mauvais discernement et une forme de complicité passive, mais ce n'était probablement pas suffisant pour que des charges pénales soient retenues. Selon elle, la barre à franchir était très haute et les procureurs avaient peu de chances d'engager des poursuites contre une mère dont la fille était aujourd'hui paralysée. Sa voix était douce mais sans détour, comme pour que personne ne se fasse d'illusions, même si la situation paraissait injuste. Papa a voulu savoir si cela signifiait qu'Adriana n'aurait aucune conséquence, et l'inspectrice lui a répondu que les conséquences étaient déjà là. Simplement, elles n'étaient pas juridiques. Nous sommes rentrés chez nous sans dire un mot, et je me suis enfermée dans ma chambre temporaire, ce salon devenu mon refuge. 2 jours plus tard, un homme s'est présenté à notre porte, tablette de formulaires à la main, et s'est présenté comme Anders McKay du service d'urbanisme municipal. Il venait inspecter la maison après un signalement d'effondrement structurel. Papa l'a fait entrer. Anders a passé près d'1 heure à l'étage à tout examiner dans la zone condamnée, prenant photos et notes méthodiques. Puis il a remis à papa une notification listant des travaux démolis, sans autorisation à l'étage, et une fenêtre ajoutée dans le garage sans déclaration. Il lui a expliqué chaque point, précisé qu'il fallait un permis pour abattre une cloison, faire venir un contrôleur, et que même percer un mur pour une fenêtre exigeait l'aval de la mairie. Il nous a indiqué la marche à suivre, contacter un entrepreneur qualifié, régulariser la situation avec les bons permis et remettre tout aux normes. Les amendes commençaient à 2 500 € et pouvaient grimper si le chantier ne débutait pas dans les 30 jours. La main de papa tremblait tandis qu'il signait la notification et Anders s'est excusé, expliquant que la ville devait bien faire respecter la réglementation. Une fois parti, papa est resté longuement à table, à fixer l'avis d'infraction. Et je voyais très bien qu'il comptait dans sa tête ce que tout cela allait nous coûter. Adriana est descendue lui demander ce qui se passait. Quand il lui a montré la notif, elle s'est écroulée en larmes, répétant qu'il n'avait pas les moyens de faire face. Je suis remontée dans ma chambre de fortune, incapable de les regarder s'effondrer encore une fois. Le lendemain après-midi, Royce Booker, l'assistant social de l'hôpital, est revenu.
Il est arrivé les bras chargés d'un gros dossier de papier et s'est installé au salon avec nous pour tout expliquer. Il avait monté un plan de prise en charge pour essayer d'alléger notre quotidien autant que possible. Ce plan prévoyait 12 heures de soins infirmiers à domicile par jour, aux frais de la Sécu, de 8h à 20h. Ensuite, ça serait à la famille de gérer la nuit, mais tout était prévu pour nous former. Question qu'on sache s'y prendre. Royce a détaillé ce que papa et Adriana devraient maîtriser. Manipuler le respirateur, s'occuper de la sonde d'alimentation, positionner Michaela pour éviter les escarres. La formation commençait la semaine suivante, 40 heures en salle et atelier pratique à la clé. Papa prenait scrupuleusement des notes, posait toutes les questions pratiques qui lui venaient sur les plannings ou sur les imprévus. Adriana, elle, n'a pas dit un mot. Royce a laissé toutes les copies, promettant de rappeler sous peu pour caler les dates. Mardi d'après, papa et moi sommes allés à l'hôpital pour la toute première séance de formation. Adriana devait venir, mais elle a appelé au dernier moment en disant qu'elle était malade. L'infirmière formatrice avait 20 ans d'expérience en respirateur. Elle nous a fait commencer sur des mannequins, nous montrant comment aspirer la trachée de Michaela en cas de sécrétion. J'étais lent et maladroit, les mains qui tremblaient, toujours peur de mal faire et que ça se retourne contre nous. Pareil pour papa, il secouait tant la main que l'infirmière devait lui montrer plusieurs fois. On a appris à comprendre les alarmes, vérifier le respirateur, réagir face à un problème. La formatrice nous a fait recommencer chaque geste jusqu'à ce que ce soit automatique, et en sortant de la séance, après 3 heures penchée sur le mannequin, j'avais le dos brisé. Papa a remercié la formatrice et pris note du prochain cours dans son téléphone. Dehors, sur le parking, j'étais vidée, et il nous restait encore 3 séances. L'inspectrice Santos nous attendait près de ma voiture. Elle a demandé à me parler en privé, juste un instant. Sa voix était douce quand elle m'a conseillé de tout noter à la maison, chaque situation préoccupante, histoire d'avoir une trace si besoin. Elle n'a pas dit « au cas où quoi », mais j'ai bien compris son inquiétude vis-à-vis des reproches d'Adriana. J'ai acquiescé et promis de le faire. Le soir même, j'ai créé une nouvelle note sur mon téléphone, que j'ai appelée sobrement journal, et j'ai inscrit la date comme première entrée. J'y ai marqué ce qu'Adriana avait dit ce matin-là pour justifier son absence à la formation, ainsi que la réflexion qu'elle m'avait faite la veille sur le soi-disant esprit de compétition que j'aurais soufflé à Michaela. C'était bizarre de consigner noir sur blanc la vie de ma famille, comme s'ils étaient un suspect, mais si l'inspectrice Santos l'avait suggéré, ce n'était sûrement pas pour rien. 3 nuits plus tard, je me suis réveillée brusquement au son de l'alarme du ventilateur de Michaela. Je me suis levée et dirigée vers le garage, les yeux plissés dans la lumière blafarde des appareils médicaux. Michaela était réveillée, elle ne me quittait pas des yeux à mesure que je m'approchais. J'ai vérifié le ventilateur, ce n'était qu'un simple avertissement de position, rien de grave. À travers sa valve phonatoire, elle a murmuré qu'elle n'aurait jamais imaginé que le plafond puisse vraiment s'effondrer. Elle a dit qu'elle voulait une chambre aussi grande que la mienne, qu'elle croyait que l'assurance de papa arrangerait les petites complications. Puis son expression s'est refermée et elle a ajouté « Si tu ne t'étais pas donné en spectacle à cause du garage, je n'aurais jamais eu ce besoin de te dépasser. » Je n'ai rien répondu, ni essayé de me défendre. J'ai juste replacé son oreiller et remis l'alarme à 0. Elle ne me quittait pas des yeux pendant que je faisais le tour du lit, et je me suis demandé si elle croyait vraiment ce qu'elle racontait, ou si c'était plus simple à accepter que la réalité. En retournant au salon, je repensais à ce que Michaela venait de me dire. J'ai compris qu'elle avait trouvé, en m'accusant, la seule manière de supporter d'être coincée dans un corps qui ne répondait plus. Reconnaître que ses propres choix l'avaient menée là lui aurait été insupportable. Comme admettre que sa vie avait été gâchée pour rien. C'était bien plus facile de reporter la responsabilité sur moi, de m'en vouloir à moi, plutôt que de sombrer dans les regrets. J'étais tiraillée entre la peine et l'exaspération, comprenant qu'elle ait besoin de me prendre pour cible, mais ne supportant pas que ce soit sur moi que ça tombe. J'ai consigné tout ça dans mon journal, notant l'heure et ses propos. 3 semaines après mon tout premier rendez-vous avec la police, papa a fini par accepter de rencontrer une avocate en droit de la famille. Elle s'appelait Serafina Calderon, et son cabinet était installé dans une grande tour du centre-ville, avec de vastes baies vitrées qui surplombaient la ville. On s'est assis dans sa salle de réunion, où elle a passé 1 heure à passer au peigne fin tous les documents qu'on avait apportés. Échange de messages, procès-verbaux, lettres de refus de l'assurance. À la fin, elle a levé les yeux vers nous et annoncé franchement que des poursuites pénales étaient peu probables. Aucun procureur n'a intérêt à s'acharner sur une ado paralysée ou une mère en deuil. L'image serait catastrophique, a-t-elle précisé. Par contre, il fallait s'attendre à ce que l'assurance maintienne son refus,
que les amendes suivent leur cours et que les services de protection de l'enfance s'impliquent pour proposer un accompagnement. Papa a demandé quel recours on avait et Serafina lui a expliqué qu'on pouvait toujours tenter, mais que la clause du contrat d'assurance était très claire sur les dégradations volontaires. Elle a alors détaillé nos options pour les infractions urbaines et la manière d'anticiper une éventuelle intervention des services sociaux. J'ai pris une décision et je l'ai interrompue pour tout raconter. La manière dont Adriana avait tiré les ficelles, poussé papa à céder le garage à Michaela, comment elle avait soutenu toutes ses exigences, toujours plus démesurées. Papa avait l'air gêné mais ne m'a pas coupé. J'ai expliqué qu'Adriana faisait constamment culpabiliser papa dès qu'il posait la moindre limite, qu'elle finançait les moindres extravagances pour la chambre de Michaela, tout en se plaignant à mon sujet que j'avais trop d'espace. Serafina a pris des notes et a souligné que ce contexte serait important pour comprendre la dynamique familiale, même si, juridiquement, ça ne changerait rien. Elle a évoqué l'idée d'une médiation familiale une fois la crise passée, précisant qu'on aurait tout à gagner à avoir un regard extérieur pour nous aider à digérer toute cette rancœur et cette culpabilité. Papa a promis d'y réfléchir et on a fixé un autre rendez-vous 2 semaines plus tard. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression d'avoir un poids en moins, comme si avoir pu tout confier à quelqu'un d'officiel rendait la situation plus tangible, moins invraisemblable. 3 jours après, l'inspectrice Santos a appelé alors que je faisais à manger pour nous demander de venir tous vendredi à 14h pour une réunion de clôture de l'enquête. Des représentants de l'assurance, de l'urbanisme et de la protection de l'enfance seront là pour présenter les conclusions et recommandations, a-t-elle expliqué. Elle avait une voix à la fois posée et impersonnelle, comme si elle suivait sagement les étapes de son protocole. J'ai répondu que nous serions là, puis j'ai raccroché, assez troublée, avec l'impression d'arriver au bout d'une histoire sans savoir si la fin serait bonne ou mauvaise. Papa a pris sa journée pour pouvoir venir, et nous sommes partis au commissariat en silence, Adriana assise derrière, regardant dehors sans rien dire. La salle de conférence était bien plus vaste que la salle d'interrogatoire, avec une grande table et beaucoup trop de chaises. L'inspectrice Santos était placée en bout de table, devant sa tablette et une pile de dossiers. Matteo, l'expert de l'assurance, en costume sombre, s'est assis d'un côté. Anders, de l'urbanisme, a pris place en face, bloc-notes en main. Royce est arrivé en dernier, sacoche en cuir à la main. Il m'a lancé un signe rapide avant de s'installer. L'inspectrice a remercié tout le monde d'être venu et a expliqué qu'elle voulait reprendre toute la chronologie pour rendre les choses bien claires. Elle a allumé sa tablette, l'a tournée vers nous et a affiché un graphique avec toutes les dates et les recherches Internet. 5 jours avant l'accident, a-t-elle dit, Michaela s'est renseignée sur les murs porteurs et la démolition au marteau. Puis, 2 jours plus tard, sur l'assurance en cas de dégâts accidentels. Le matin même, elle cherchait comment simuler une maladie de façon crédible. L'inspectrice égrenait chaque fait d'une voix calme, mais je sentais chaque détail me tomber dessus comme une chape. Elle a relayé la déposition du voisin au sujet de la livraison de la masse, puis a reconstitué le fil des événements, image par image, expliquant que Michaela avait passé plus de 2 heures à démolir le mur avant qu'il ne s'effondre. Ensuite sont venus les échanges de messages entre Adriana et Michaela, où Adriana encourageait sa fille à rendre la situation inévitable, à se moquer de l'assurance. Adriana est restée droite, les mains croisées, sans jamais regarder l'écran. Papa s'est mis à gribouiller nerveusement sur son carnet, sa main tremblant tellement que ce qu'il écrivait n'avait plus grand sens. Matteo prit alors la parole pour expliquer que, vu les preuves de démolition volontaire et de travaux menés sans autorisation, l'assurance ne couvrait pas les dégâts structurels. Le contrat est très clair, précisa-t-il. Tout dommage causé délibérément par un membre de la famille, même si la portée des conséquences n'a pas été comprise, est exclu de la garantie. Son ton était neutre, ni accusateur, ni compatissant. Il se contentait d'énoncer les faits. Anders a ensuite détaillé les infractions signalées par la mairie. Une démolition faite sans permis à l'étage et une fenêtre posée sans autorisation dans le garage. Il nous a expliqué qu'il faudrait passer par un artisan agréé, faire les démarches pour obtenir les permis nécessaires et remettre l'ensemble en conformité dans un délai de 90 jours. Les amendes s'élevaient à 4 000 €, sans compter le coût des travaux. Puis il a remis à papa un épais dossier de formulaires à remplir. Je regardais papa qui gribouillait sur son carnet, concentré comme s'il s'attaquait à une équation impossible. L'inspectrice Santos, après s'être raclé la gorge, a tenu à préciser qu'après examen de tout le dossier, la police ne retenait aucune charge contre qui que ce soit. Les actes de Michaela étaient à la fois dangereux et d'un grave manque de discernement, a-t-elle expliqué. Mais elle va déjà devoir affronter des conséquences qui pèseront sur elle bien plus lourdement qu'une condamnation. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'Adriana avait eu connaissance du projet précis de démolition, seulement qu'elle avait contribué à envenimer la situation générale. Matteo a confirmé que les frais médicaux restaient couverts par la mutuelle et que tous les soins dont Michaela pourrait avoir besoin seraient donc pris en charge.
Anders a précisé que si nous lancions les travaux de remise aux normes sous 30 jours, la ville ne nous infligerait pas de nouvelles amendes. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de frustration, comme si une part de moi attendait des sanctions tout en redoutant que tout empire encore. Royce a posé sa serviette sur la table avant d'annoncer qu'il lui restait un point à aborder, à la lumière de ce que l'enquête avait révélé sur notre famille. Il nous a expliqué qu'il allait saisir l'aide sociale à l'enfance pour nous proposer un accompagnement volontaire, non pas comme une punition, mais pour s'assurer que chacun ait accès à des conseils et du soutien pendant cette période compliquée. Il a précisé que l'ASE pourrait nous mettre en relation avec des thérapeutes familiaux, des groupes de parole ou des structures capables de nous aider à gérer le stress de la situation de Michaela. Le visage d'Adriana s'est complètement effondré et elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, les épaules secouées, les mains plaquées contre la bouche. Entre deux sanglots, elle répétait qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. Tout ce que je voulais, c'est que ma fille soit heureuse et trouve sa place dans la famille. La commissaire Santos lui a tendu une boîte de mouchoirs en murmurant qu'elle comprenait combien c'était dur pour tout le monde. Papa a posé la main sur l'épaule d'Adriana, mais elle l'a repoussée, continuant à essuyer ses pleurs du bout des mouchoirs. La réunion a pris fin alors que tout le monde remettait à papa des copies de leurs rapports et formulaires, formant une petite pile de papier devant lui. Nous nous sommes levés, j'ai attrapé ma veste sur la chaise, pressée de sortir, de quitter cette pièce et de retrouver un air un peu moins lourd. À peine arrivée sur le parking, Adriana m'a saisi le bras et m'a forcé à lui faire face. Puis elle a explosé en accusant tout haut que c'était encore de ma faute, me traitant d'égoïste, me reprochant le garage et affirmant que j'avais poussé Michaela au désespoir. Sa voix portait assez pour que des gens garés tout près se retournent. Je suis restée immobile alors qu'elle continuait, disant que j'aurais pu simplement partager ma chambre, aider Michaela à décorer au lieu de tout transformer en compétition. Soudain, sa voix s'est brisée et elle s'est laissée tomber en pleurant davantage, confessant qu'elle mourait de peur de perdre Michaela, que de voir sa fille prisonnière de son propre corps était insupportable. Ce sentiment de culpabilité de l'avoir encouragée me ronge. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, ni où trouver une solution. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle n'arrêtait pas de lancer des pardons, sans qu'on sache vraiment à qui ces mots s'adressaient, Michaela, moi ou elle-même. J'étais là, gauche et désemparée, sans savoir si je devais la prendre dans mes bras ou juste partir. Papa s'est approché en silence, a passé une main réconfortante sous le bras d'Adriana pour la guider doucement vers la voiture, tandis qu'elle pleurait toujours. Il a croisé mon regard l'espace d'un instant, l'air vidé, comme si le poids des épreuves l'avait réduit à l'épuisement. Ce soir-là, après un dîner avalé dans le silence, papa nous a appelés, Adriana et moi, au salon pour une discussion qui se voulait franche. Il nous a annoncé qu'il prendrait un congé dès la semaine suivante pour se consacrer à la remise en état de la maison et suivre une formation pour devenir aidant auprès de Michaela. Il avait déjà trouvé un entrepreneur pour les travaux à l'étage et mis en place un échéancier avec la mairie pour le paiement des amendes. Sa voix était posée, assurée, beaucoup plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. On devinait qu'il avait enfin un cap, que le fait de se fixer des étapes concrètes lui redonnait prise sur les choses. Il nous a montré le devis de l'entrepreneur et le calendrier prévu, commentant chaque étape avec une clarté méthodique, comme s'il présentait un nouveau projet professionnel. Adriana hochait la tête, essuyant encore furtivement ses yeux. J'écoutais, ressentant un drôle de soulagement de le voir reprendre la main plutôt que de se laisser submerger. J'ai alors pris la parole, leur assurant que j'aiderais pour Michaela et que je participerais aux réparations, mais que je refusais de continuer à être le seul soutien ou à servir de bouc émissaire pour toute la famille. Je leur ai dit que j'avais besoin qu'on reconnaisse que je n'étais pas responsable et que chacun devait assumer sa part, y compris Michaela, qui avait fait ses choix. Ma voix était calme mais déterminée, comme si je posais enfin mes limites. Je leur ai expliqué que j'aiderais, mais que j'avais aussi le lycée, les dossiers pour l'université et ma propre vie à mener. Papa a acquiescé lentement, les yeux baissés sur ses mains, conscient que l'équilibre devait changer. Adriana a détourné les yeux vers la fenêtre, sans répondre, installée dans ce silence qu'on n'osait pas briser. Ce n'était ni une grande scène d'émotion, ni une révélation bouleversante, juste la nécessité de poser des limites claires. 2 jours plus tard, Royce est revenu avec le planning des infirmiers, imprimé sur un papier officiel. Il nous a expliqué qu'un auxiliaire serait présent chaque jour de 8h à 20h et que la famille se chargerait des nuits. Il a sorti de son sac tout le matériel adapté. Une tablette commandée par les mouvements oculaires de Michaela, une nouvelle valve phonatoire bien plus efficace avec le respirateur. Il a passé une bonne heure à nous apprendre comment installer le logiciel de commande oculaire et régler la valve pour que Michaela puisse parler. Le garage perdait peu à peu son aspect de chambre d'hôpital. Le matériel médical était mieux rangé, la technologie nouvelle rendait la pièce moins oppressante, plus vivante.
Royce nous a aussi laissé des infos sur des groupes de soutien pour les familles touchées par la paralysie, avec une liste de thérapeutes spécialisés en traumatologie. Il a tout posé sur le plan de travail de la cuisine et a dit à papa de l'appeler si jamais on avait besoin de quoi que ce soit d'autre. La semaine suivante, Anders est revenu avec le plan de rénovation validé, soigneusement rangé dans une grosse pochette. Il nous a expliqué qu'un entrepreneur agréé viendrait installer des poutres de renfort réglementaires à l'étage pour remplacer celles qui s'étaient effondrées, réparer les dégâts au plafond et renforcer la structure afin de respecter les normes. Même la fenêtre du garage allait être mise en conformité, avec un vrai encadrement et une bonne isolation, histoire de tout rendre légal. Les travaux devaient durer entre 8 et 10 semaines, pour un budget de 82 000 € que papa couvrirait avec un prêt hypothécaire. Anders a pris le temps de nous expliquer les démarches pour les permis et les différents contrôles, notant toutes les étapes sur un calendrier qu'il nous a laissé. Papa a signé les papiers directement sur la table de la cuisine, d'un geste plus sûr que d'habitude. Je le regardais apposer sa signature à chaque page, repensant à toute cette somme, à toutes ces années où l'on paierait pour l'erreur de Michaela. Mais au moins, il y avait une lueur au bout du tunnel. On sortait enfin de cette impasse. Quelques jours plus tard, une grande enveloppe de l'assurance est arrivée, avec la lettre de décision finale. Papa l'a ouverte devant moi pendant que je préparais le café, et j'ai suivi l'expression de son visage à mesure qu'il lisait. La lettre confirmait le refus d'indemnisation pour les dommages structurels, évoquant la démolition délibérée et les infractions au code, exactement comme Matteo nous l'avait annoncé. Mais l'expression de papa a changé. Il a continué sa lecture. L'assurance accordait finalement une aide de 15 000 € pour du matériel adapté à Michaela et pour l'aménagement du logement, afin d'en améliorer l'accessibilité. Ce n'était pas grand-chose par rapport aux 82 000 € envolés, mais selon Royce, cela suffisait pour financer un système de rail plafond pour déplacer Michaela et un respirateur plus performant, plus silencieux, plus fiable. Papa a même laissé échapper un petit sourire en lisant cette partie, le premier vrai sourire que je voyais chez lui depuis des semaines. Il m'a tendu la lettre et tout à coup, j'ai senti naître en moi une petite lueur d'espoir, comme si les choses pouvaient s'arranger, un tout petit peu, même si tout ne redeviendrait jamais comme avant. Ce week-end-là, j'ai décidé de me réapproprier un coin du garage. J'ai déplacé une partie du matériel médical de Michaela sur le côté et dégagé un espace près de la fenêtre. J'ai ressorti l'étagère que papa m'avait construite il y a des années et je l'ai installée contre le mur. J'y ai posé les photos encadrées de maman, celles de nos vacances à la mer, de ses anniversaires et le selfie un peu ridicule pris lors du relooking de ma chambre en rose. J'y ai ajouté mes romans préférés, ces vieux livres de fantasy écornés que j'ai lus 100 fois. Ce n'était pas grand-chose, à peine 1 mètre de large, mais j'avais de nouveau l'impression que ce bout-là était à moi. Michaela me fixait à travers la tablette oculaire, ses yeux suivant chacun de mes gestes pendant que je m'affairais. Je me suis approchée de son lit et lui ai dit « Je ne veux pas empiéter sur ton espace, je voudrais juste garder un petit coin pour moi. » Elle a cligné des yeux 2 fois, notre façon de dire oui. Le lendemain, j'ai attrapé ma collection de vernis dans la salle de bain et je l'ai apportée près de Michaela. J'avais déjà lancé un de nos films comiques habituels avec le projecteur et tiré une chaise près de son lit. J'ai pris sa main dans la mienne, lourde, totalement inerte. Elle ne sentait rien, mais grâce au miroir au-dessus de son lit, elle pouvait tout suivre. Je lui ai montré 3 flacons et son regard s'est posé sur le bleu pâle. J'ai peint chaque ongle doucement, minutieusement, corrigeant les débordements avec du dissolvant. Le film tournait en fond, mais aucune de nous ne le regardait vraiment. Quand j'ai fini sa main gauche, je suis passée à la droite, choisissant cette fois un argenté pailleté puisque ses yeux s'étaient attardés dessus. On n'a pas beaucoup parlé. On était juste là, toutes les deux, sans ressentiment ni reproche. C'était la première fois depuis des mois que l'on retrouvait un peu de paix. À travers sa valve phonatoire, la voix de Michaela sortait faible, un peu mécanique. Elle m'a dit « Je voulais qu'on me remarque, qu'on admire la chambre que tu as faite dans le garage. » Puis elle a ajouté « Je me sentais invisible dans la famille. J'ai cru qu'un changement radical ferait de moi quelqu'un de spécial. » Les mots venaient lentement, chaque souffle porté par le respirateur. Elle a précisé « Je n'ai jamais voulu que ça finisse ainsi, mais ce n'était pas vraiment des excuses. » J'ai posé le vernis, croisé son regard dans le miroir, et j'ai répondu « Je sais que tu t'es senti invisible. Je suis désolée que tu l'aies vécu comme ça, mais ce qui est arrivé n'est pas de ma faute. » J'ai poursuivi « Je comprends ce besoin qu'on a parfois d'exister aux yeux des autres, d'être unique. Mais ce jour-là, c'est toi qui as fait certains choix avec la masse, et je ne peux pas porter le poids de tes décisions. » Je lui ai dit que je serais toujours là pour l'aider parce qu'on est une famille, mais que je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé. Je me suis dit, il va falloir qu'on arrive à composer avec ce qui est arrivé, et la seule manière d'avancer, c'est d'être sincère sur ce qu'on est encore capable de s'apporter. Elle a lentement battu des paupières, et j'ai eu l'impression qu'elle comprenait, même si c'était encore difficile à accepter pour elle. Après la réception de la lettre de l'assurance, papa s'est mis à agir autrement. Il a acheté un énorme calendrier mural qu'il a accroché dans la cuisine,
avec de grands espaces pour chaque journée. Il a passé une soirée entière à le remplir de couleurs, bleu pour les gardes d'infirmiers, vert pour la rééducation de Michaela, rouge pour les démarches administratives, violet pour mon emploi du temps au lycée. Voir tout ça étalé devant nous a apaisé tout le monde. On savait enfin qui devait faire quoi et quand. Ce soir-là, Adriana est arrivée dans la cuisine pendant que papa remplissait le calendrier. Elle lui a suggéré de déplacer mon rendez-vous chez le dentiste pour ne pas le faire coïncider avec la kiné de Michaela. Papa a noté la remarque et l'a remerciée. Elle a proposé de prendre en charge les infirmiers le matin s'ils lui s'occupaient du soir. Ce n'était ni chaleureux ni vraiment complice, mais c'était la première fois depuis des semaines que je les voyais collaborer vraiment. 2 mois après la grande réunion au commissariat, l'entrepreneur avait bouclé la première étape clé du chantier. Les nouvelles poutres de soutien étaient installées à l'étage et le plafond était enfin consolidé. Anders est venu inspecter le tout. Tablette à la main, il a traversé la zone interdite, pris des mesures, puis il est descendu nous annoncer que tout était conforme. Il nous a expliqué qu'à force de respecter scrupuleusement le plan de remise en état, il réduisait nos amendes à 1 500 €. Papa a même fait encadrer le certificat d'agrément et l'a accroché dans le couloir, comme un diplôme. Le soir même, en le voyant s'arrêter devant, j'ai compris pourquoi il y tenait tant. C'était la preuve qu'on réussissait à remettre de l'ordre, la preuve qu'on ne se laissait plus couler. À l'école, j'ai commencé à chercher des universités durant les pauses déjeuner, essayant de trouver des établissements bien équipés pour l'accompagnement du handicap. Je voulais comprendre un peu mieux ce que vivait Michaela. J'ai ciblé ceux qui n'étaient pas trop loin pour pouvoir continuer à l'aider tout en commençant à mener ma propre vie. Un soir, papa m'a trouvé entourée de formulaires étalés sur la table de la cuisine. Il m'a aidé à remplir les dossiers, il a lu ma lettre de motivation, où je parlais de nos épreuves, de la famille, et il m'a dit « Je suis fière de toi, tu n'as jamais renoncé à tes rêves, malgré tout ce qu'on a traversé. » À force de travailler ensemble, j'ai compris que je pouvais garder ma place dans cette famille tout en posant mes propres limites, en poursuivant mes objectifs. 3 mois après l'effondrement, la maison avait retrouvé un rythme qui, certains jours, ressemblait presque à une vie normale. Michaela était suivie par une aide-soignante, la famille se relayait la nuit et elle avait une routine de soins bien rodée. Les travaux de réparation à l'étage avançaient à peine 60%, l'entrepreneur passant encore chaque jour pour s'attaquer aux murs et au plafond. L'argent restait un problème. On savait que ça durerait des années. Chaque mois, le prêt hypothécaire rappelait sa présence sur le compte de papa. Les liens familiaux restaient fragiles. Entre Adriana et papa, c'était toujours tendu et très poli. Mais nous avions mis des repères en place. Chacun s'efforçait à sa façon. Michaela resterait paralysée, dépendante du respirateur, de la sonde d'alimentation, de soins constants. Il y avait des jours plus difficiles que d'autres, où la réalité de ce qu'on avait vécu nous tombait dessus brutalement. Pourtant, nous étions toujours là, à chercher comment avancer, à apprendre à composer avec les conséquences de nos choix faits dans la peur et la détresse. Il n'y avait ni héros, ni coupable, juste des personnes cherchant à vivre ensemble dans une situation que personne n'aurait pu souhaiter.